Je vais probablement bouleverser ta façon de voir la vie. Beaucoup de gens pensent que tout est compliqué. La réussite, l'argent, les relations, le bonheur. Tout semble rempli de stratégies, de règles complexes et de secrets difficiles à comprendre. Mais la vérité est beaucoup plus simple que ça. La vie n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué, c'est notre manière de la regarder. Réfléchis un instant. La plupart des livres de développement personnel passent des centaines de pages à expliquer quelque chose de très simple. Mange un peu moins, bouge un peu plus. Les conseils pour les relations, ils reviennent presque toujours à la même chose, communiquer honnêtement et prendre soin de l'autre. Et quand on étudie les histoires de réussite, on retrouve encore la même logique. Travailler régulièrement sur quelque chose qui a de la valeur. Mais ces réponses paraissent trop simples pour nous satisfaire. Alors on invente de la complexité. On crée des routines matinales avec 40 étapes, des méthodes révolutionnaires, des secrets mystérieux qu'un petit groupe de personnes posséderait. Et pendant que tout le monde cherche la solution compliquée, la vie continue de répéter les mêmes réponses simples, encore et encore. Le problème, c'est que le simple ne se vend pas très bien. Le simple ne donne pas l'impression d'être spécial. Alors on continue de chercher des explications de plus en plus complexes, alors que la réalité est souvent juste devant nous. En vérité, la vie a toujours été simple. C'est notre obsession de la compliquer qui la rend difficile. Partie 1. Le paradoxe de l'effort. Prépare-toi à une idée qui peut sembler étrange au premier abord. Dans beaucoup de situations, plus tu forces les choses, plus elles t'échappent. Oui, exactement. Plus tu t'acharnes, plus le résultat semble s'éloigner. Pense simplement au sommeil. Si tu t'allonges dans ton lit en essayant absolument de t'endormir, ton cerveau reste éveillé. Plus tu t'efforces de dormir, plus le sommeil refuse d'arriver. Le bonheur fonctionne souvent de la même manière. Quand tu passes ton temps à le poursuivre, il devient insaisissable. Et l'amour? Essaie de forcer quelqu'un à t'aimer et tu verras immédiatement le résultat. Ce phénomène porte en nous la loi inverse. Plus ton désir devient désespéré, plus la chose que tu veux semble te glisser entre les doigts. C'est un peu comme essayer de flotter dans l'eau en paniquant. Plus tu te débats, plus tu coules. Regarde autour de toi et tu verras ce principe partout. Les personnes qui paraissent désespérées repoussent souvent les opportunités. Celles qui vivent constamment dans le manque ont du mal à attirer des relations solides. Et les personnes stressées en permanence semblent incapables de trouver la paix. Ce qui est amusant, c'est que nous le savons déjà. Les sportifs savent qu'ils jouent moins bien lorsqu'ils réfléchissent trop à leurs mouvements. Les artistes savent que la créativité disparaît dès qu'on essaie de la forcer. Et pourtant, que faisons-nous? Nous essayons encore plus fort. Alors quelle est l'alternative? Faire les choses sérieusement, mais sans s'accrocher aux résultats comme si toute ta vie en dépendait. Agir avec engagement, mais sans désespoir. La vie récompense souvent les personnes détendues, pas les paresseux. Les détendus. Et la différence entre les deux est immense. Partie 2. Le paradoxe du contrôle. Voici maintenant une autre ironie fascinante de la vie. Plus tu essaies de tout contrôler, moins tu contrôles réellement les choses. C'est presque comique quand on y pense. Beaucoup de gens passent leur temps à planifier chaque détail, chaque minute de la journée, chaque possibilité, chaque scénario imaginable. On essaie d'anticiper l'avenir comme si la vie était un problème mathématique qu'on pouvait résoudre à l'avance. Et puis, au moment où tu penses avoir tout prévu, quelque chose d'imprévu arrive quand même. Un retard, une mauvaise nouvelle, un événement que personne n'avait vu venir. La vie adore nous rappeler que tout ne dépend pas de nous. En réalité, beaucoup d'entre nous vivent avec une illusion de contrôle. Mais le contrôle ressemble un peu à de l'eau dans tes mains. Plus tu serres les poings pour la retenir, plus elle s'échappe rapidement. Les philosophes stoïciens avaient déjà compris cela il y a plus de 2000 ans. Selon eux, il existe seulement 2 catégories de choses dans la vie. Celles que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas contrôler. Dans la première catégorie, on trouve tes actions, tes décisions et ta manière de réagir aux événements. Dans la seconde, on trouve presque tout le reste, les circonstances, la chance, les opinions des autres ou encore les événements imprévus. La plupart des gens passent leur énergie à lutter contre des choses qui ne peuvent pas changer, alors que la vraie liberté vient d'un principe beaucoup plus simple. Concentre ton énergie sur ton cercle d'influence et laisse tomber le reste. Tu ne peux pas contrôler les embouteillages, mais tu peux décider à quelle heure partir. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi, mais tu peux choisir de devenir une personne digne de respect. Au fond, essayer de diriger entièrement sa vie,
C'est comme vouloir commander l'océan. C'est impossible. En revanche, tu peux apprendre à surfer sur les vagues. Et parfois, c'est largement suffisant. Partie 3. Le travail secret de ton cerveau pendant la nuit. Prépare-toi pour quelque chose d'assez étonnant. Pendant que tu dors profondément, ton cerveau ne se repose pas vraiment. En réalité, il met en marche une sorte d'équipe de nettoyage invisible qui travaille toute la nuit. Pendant la journée, ton cerveau accumule toutes sortes de déchets métaboliques produits par l'activité mentale. Penser, apprendre, prendre des décisions. Tout cela laisse des traces chimiques. Et lorsque le sommeil profond arrive, un système particulier s'active pour faire le ménage. Un liquide appelé liquide céphalorachidien circule alors à travers le tissu cérébral et emporte avec lui une partie de ces toxines accumulées pendant la journée. On pourrait presque comparer cela à un lave-vaisselle interne qui rince et nettoie ton cerveau pendant la nuit. C'est aussi pour cette raison que, après une bonne nuit de sommeil, les idées semblent plus claires et les problèmes paraissent plus faciles à résoudre. Mais ce qui rend ce phénomène encore plus fascinant, c'est ce que les chercheurs ont découvert récemment. Pendant le sommeil, ton cerveau réduit légèrement sa taille. Les cellules se contractent, créant davantage d'espace pour permettre au fluide de circuler et d'évacuer les déchets. Autrement dit, ton cerveau se réorganise physiquement pour pouvoir se nettoyer plus efficacement. Quand on y pense, c'est assez impressionnant. Ton cerveau pèse environ 1,3 kg. Il est composé en grande partie de graisse, malgré sa taille relativement petite. Il consomme près de 20% de l'énergie totale de ton corps. C'est comme un superordinateur biologique qui fonctionne sans arrêt. Et comme tout système complexe, il a besoin d'une maintenance régulière. Une seule mauvaise nuit de sommeil peut déjà perturber cet équilibre et laisser davantage de déchets dans ton cerveau. Un peu comme travailler dans un bureau rempli de désordre. Tout devient plus lent, plus confus et demande plus d'efforts. Les scientifiques continuent encore d'étudier ce processus, mais une chose est claire. Pendant que tu dors, ton cerveau travaille déjà à préparer la journée suivante. Tu as littéralement une équipe de nuit dans ta tête, même si tu ne t'en rends jamais compte. Partie 4. Le piège du bonheur. Voici une autre idée qui peut paraître étrange au début. Plus tu poursuis directement le bonheur, plus il semble t'échapper. C'est l'un des objectifs les plus recherchés dans la vie, et pourtant c'est aussi l'un des plus difficiles à saisir. Le bonheur ressemble un peu à un chat. Si tu cours vers lui pour l'attraper, il s'éloigne. Mais si tu l'ignores et que tu continues tranquillement ta route, il finit souvent par venir se poser près de toi. Beaucoup de gens vivent avec la même promesse intérieure. Ils se disent « Quand j'aurai le travail parfait, je serai heureux. Quand je trouverai la bonne relation, je serai heureux. Quand j'aurai le corps idéal ou assez d'argent, alors le bonheur viendra. » Mais la recherche en psychologie raconte une histoire différente. Notre cerveau possède ce que l'on appelle un niveau de bonheur de base, une sorte de point d'équilibre vers lequel nous revenons naturellement. Une grande réussite, comme gagner beaucoup d'argent, peut provoquer un pic de joie. Mais après quelques mois, le niveau émotionnel revient souvent à la normale. Même chose après un événement difficile. Avec le temps, l'esprit humain retrouve généralement son équilibre. Ce phénomène est parfois comparé à un tapis roulant. Tu peux courir aussi vite que tu veux, mais tu finis souvent par revenir au même point. Cela ne signifie pas que les objectifs ou les réussites n'ont aucune valeur. Mais cela montre que le bonheur ne fonctionne pas comme une destination finale. En réalité, il apparaît souvent comme un effet secondaire. Il naît du progrès, pas seulement de l'accomplissement. Il se nourrit de la connexion avec les autres, pas uniquement des possessions. Et il grandit davantage quand on contribue ou quand on donne, plutôt que lorsqu'on accumule. Le problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent le bonheur directement, comme s'il s'agissait d'un objet à attraper. Alors que souvent, la meilleure stratégie est simplement de faire des choses qui ont du sens. Se développer, apprendre, aider, construire quelque chose qui compte. Et puis, sans prévenir, le bonheur apparaît parfois, comme un invité inattendu. C'est peut-être le plus grand paradoxe. Moins tu en as absolument besoin, plus il trouve facilement sa place dans ta vie. Partie 5. Ton cerveau biaisé. Maintenant, parlons de quelque chose de fascinant et un peu inquiétant. Ton cerveau n'est pas un appareil qui te dit la vérité en toutes circonstances. En fait, il fonctionne davantage comme un filtre qui organise la réalité selon tes habitudes, tes croyances et tes besoins. En ce moment même, il exécute sans que tu t'en rendes compte une multitude de biais cognitifs. Par exemple, le biais de confirmation te fait remarquer uniquement ce qui confirme ce que tu crois déjà. L'effet de halo te pousse à penser que quelqu'un de séduisant est automatiquement plus intelligent ou compétent. L'aversion à la perte te fait ressentir beaucoup plus fortement la douleur de perdre 100 € que la joie d'en gagner 100.
C'est comme si tu portais constamment des filtres qui ajustent la réalité à ton image mentale. Le pire, c'est que tu n'en es même pas conscient. Tu juges les autres sur leurs actions, mais tu t'évalues toi-même sur tes intentions. Tu te souviens de tes succès et oublies tes échecs. Tu te considères au-dessus de la moyenne dans presque tout ce que tu fais. Ce phénomène a un nom, la supériorité illusoire. Et oui, toi aussi, tu en fais partie. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux reconnaître ces filtres. La conscience de ces biais est un super pouvoir. La prochaine fois que tu es certain de quelque chose, fais une pause et demande-toi, quel biais est en train de parler ici? Ton cerveau ne cesse d'éditer la réalité pour qu'elle corresponde à tes croyances. Au moins maintenant, tu sais que ce filtre existe et tu peux commencer à l'utiliser à ton avantage. Partie 6. La règle émotionnelle 90/10. Voici une révélation surprenante. 90% de nos décisions sont guidées par nos émotions et seulement 10% par la logique. Oui, tu as bien entendu. Ton esprit rationnel ne prend pas vraiment le volant. Il se contente de justifier ce que ton cerveau émotionnel a déjà décidé. Pense à ta carrière. Par exemple, tu crois l'avoir choisie en réfléchissant calmement, rationnellement. Mais en réalité, c'est ton intuition, ton ressenti initial, qui a pris la décision. La logique vient ensuite pour créer une histoire cohérente. Même ton impression sur quelqu'un se forme en une fraction de seconde. Ton cerveau traite des millions de signaux avant même que tu sois conscient de ce qui se passe. Et ces signaux sont majoritairement émotionnels. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une information précieuse. Tes émotions sont des données, pas des ordres. La clé, c'est de créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est là que réside ton vrai pouvoir. Si tu apprends à observer tes émotions sans t'y accrocher, tu peux prendre des décisions plus conscientes et orienter ta vie avec beaucoup plus de maîtrise. En résumé, tes émotions sont ton guide, pas ton ennemi. Apprends à les comprendre et elles deviennent ton plus grand allié. Partie 7. La mémoire, ton scénariste personnel. Voici quelque chose d'assez incroyable. Tes souvenirs ne sont pas de simples enregistrements de la réalité. Chaque fois que tu te souviens d'un événement, ton cerveau reconstruit l'histoire, un peu comme si tu éditais une page Wikipédia. Les détails peuvent changer, s'effacer ou même être inventés sans que tu t'en rendes compte. En fait, tu ne te souviens jamais vraiment de l'événement original. Tu te souviens de la dernière fois où tu t'en es souvenu. Et à chaque rappel, ton cerveau ajuste, complète ou embellit les éléments pour que tout reste cohérent avec ton récit personnel. C'est pour cela que des chercheurs ont pu implanter de faux souvenirs si réalistes que certaines personnes étaient persuadées qu'ils étaient vrais. Même tes souvenirs dont tu es sûr pourraient contenir jusqu'à 40% de fiction. Mais voilà le côté positif. Puisque tes souvenirs sont malléables, tu as la capacité de réécrire ton histoire. Pas en mentant aux autres, mais en choisissant consciemment ce que tu mets en avant, ce que tu choisis de retenir et de célébrer. En d'autres termes, tu es déjà l'éditeur de ton propre passé, alors autant le faire avec intention. Ton cerveau ne se contente pas de stocker les événements, il crée le récit de ta vie, et toi, tu peux décider quels chapitres sont les plus importants. Partie 8. Le principe de vie 80/20. Voici une idée qui peut transformer complètement ta façon de vivre et de travailler. 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Tout le reste, c'est du bruit, du temps et de l'énergie gaspillés sur des détails qui n'apportent presque rien. Pense à tes relations. Souvent, 20% des personnes dans ta vie t'apportent 80% de ta joie. Pense à ton travail. 20% de tes efforts génèrent 80% de ta valeur. Même dans les habitudes, 20% de ce que tu fais crée 80% de tes problèmes. C'est la loi de Pareto, et elle est partout autour de nous, dans les affaires, dans les finances, dans la vie quotidienne. Mais ce que beaucoup de gens font, c'est se concentrer sur les 80% qui comptent le moins. Ils se dispersent, se fatiguent et oublient l'essentiel. La vérité, bien que brutale, est simple, la majorité de ce que tu fais est inutile. La bonne nouvelle, si tu identifies ces 20% qui comptent vraiment et que tu te concentres dessus, tu peux doubler ton impact sans ajouter de travail supplémentaire. Arrête d'optimiser ce qui n'a pas d'importance et mets toute ton énergie là où elle fera vraiment la différence. Partie 9. Les boucles d'habitude et l'effet cumulé. Pour terminer, parlons de quelque chose de fondamental. Tes habitudes façonnent ta vie, que tu t'en rendes compte ou non. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tu n'as pas vraiment de mauvaises habitudes. Tu as des boucles d'habitudes qui fonctionnent, mais dont les récompenses ne sont pas idéales. Chaque habitude suit le même schéma, déclencheur, routine, récompense. Par exemple, stress, scrolling sur les réseaux, dopamine.
Stress, grignotage, réconfort temporaire. Ton cerveau s'en fiche si ces routines te détruisent ou t'aident. Il exécute simplement le programme. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux modifier la routine tout en gardant le même déclencheur et la même récompense. Par exemple, stress, 15 minutes de sport, même sentiment de soulagement, mais avec un vrai bénéfice pour ton corps et ton esprit. Environ 40% de ta journée fonctionne en pilote automatique. Si tu conçois ces boucles consciemment, ton autopilote devient ton allié. Et c'est là que l'effet cumulé entre en jeu. Imagine améliorer seulement 1% de toi chaque jour. Ça semble minime, mais après un an, c'est plus de 37 fois mieux qu'au départ. Petit exemple, lire 10 pages par jour, ça fait plus de 12 livres en un an. Économiser 5 € chaque jour, plus de 1800 € par an. 15 minutes de sport par jour, un corps transformé en quelques mois. Mais attention, l'effet cumulé fonctionne aussi à l'envers. De petits choix négatifs répétés chaque jour peut te coûter très cher à long terme. Ce n'est pas une question de motivation, mais de mathématiques et de constance. La synthèse est claire, la vie ne consiste pas à se trouver, mais à se créer. Tu ne découvres pas un destin tout tracé. Tu le construis, pas à pas, jour après jour. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler, maîtrise ce que tu peux, et améliore-toi légèrement chaque jour. Le reste, c'est juste du bruit. À bientôt pour une nouvelle vidéo.